dans les épisodes précédents. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans cette vidéo, j'avais reçu une espèce incroyable qui nous vient des États-Unis. Il s'agit évidemment des Neoponera villosa. Et aujourd'hui, on va suivre leur évolution. Rappelez-vous, quand je les ai reçus, je n'avais pas de couvain et on leur avait fabriqué aussi une belle aire de chasse. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je te laisse cliquer en haut à droite pour aller la regarder. Et aujourd'hui, on va voir un peu leur évolution. Alors, c'est parti! Like, partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Et oui, donc si tu te rappelles bien, on leur avait fabriqué une magnifique aire de chasse, quelque chose d'assez basique, mais franchement, qui fait l'affaire. Je ne sais pas si je te rappelle de la vidéo, mais franchement, c'était assez rapide. Et comme tu le vois, elles en ont pris soin, elle n'est pas trop dégradée. Elles n'ont pas fait comme mes Camponotus maculatus humidus, qui, elles, ont carrément ruiné mon travail. C'était vraiment terrible. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ce carnage, je te laisse cliquer sur la vidéo juste en haut à droite pour aller voir ce désastre. Elles m'ont complètement ruiné l'aire de chasse. Et du coup, je suis content qu'avec cette espèce-là, ça se passe bien et qu'elle n'est pas totalement détruite. Donc comme tu les vois, elles s'amusent. Franchement, elles gambadent de partout dans cette aire de chasse. Les petits bouts de bois, c'est une super idée parce qu'elles sont toujours en train de grimper dessus. Elles adorent prendre de la hauteur et donc voilà, je suis vraiment content d'avoir mis ces petits bouts de bois. Et voilà, c'est quelque chose d'assez basique mais qui fait l'affaire. Et aujourd'hui, on va se rendre compte du coup de l'évolution qui, comme tu pourras le voir, a grandement évolué. Pour rappel, donc comme je le disais, j'avais 0 couvain à la réception et on va aller voir de suite dans le nid ce qui se passe. Donc je n'ai pas changé le setup et tu vois que le couvain est complètement incroyable. Il y a tellement de cocons, je ne saurais même pas te dire combien il y en a. Donc l'évolution fait vraiment plaisir à voir. La gine et la fondation s'est bien adapté chez moi. Et comme tu le vois, donc elle se développe vraiment bien. Donc voilà, j'ai hâte que tous ces cocons éclosent. Et là, ça fera un sacré paquet d'ouvrières, franchement. Ça fait super plaisir. Donc c'est une espèce qui est assez dure d'élevage et surtout qui pique. Donc je ne les recommande pas aux débutants évidemment, même si avec un grand soin ça se fait très bien. Il faut quand même faire attention, c'est une espèce qui est assez douloureuse et qui exige quand même certaines conditions. Bon, comme tu le vois, au niveau des cocons, il n'y a pas à se plaindre. Les larves également, il y en a quelques-unes et comme tu le vois sur la droite, à côté de Madame la Reine, on a une belle grappe d'œufs. Donc voilà, c'est une espèce, comme je disais, qui nous vient des États-Unis. Si tu veux en savoir plus, j'en dis beaucoup plus dans la première vidéo sur elle. Aujourd'hui, c'est vraiment l'évolution. En plus de ça, nous avons la chance de voir une larve tisser un cocon en direct sous nos yeux. Comme tu le vois, les ouvrières lui ont apporté du substrat et l'ont recouverte entièrement afin de l'aider à tisser son cocon. Donc c'est super à observer et comme tu le vois, Madame la Gine est juste là en train de la protéger. Donc c'est une espèce vraiment que je kiffe, hein, je la trouve incroyable. Elle a une coloration vraiment magnifique. Et là on le voit pas très bien, mais quand il y a des certaines reflets de lumière, tu peux observer les pattes qui sont un peu rougeâtres. Là on le verra pas très bien par rapport à la lumière, mais on s'en rendra compte un peu plus tard. Donc voilà, c'est une espèce qui est très très grande. Donc pour l'observation, c'est vraiment génial. Et puis c'est une espèce intéressante hein, puisqu'elle peut également chasser. Elle possède un ardillon qui leur permet de piquer les proies pour les paralyser. J'ai fait également quelques shorts sur cette espèce-là. Donc si tu veux les voir en pleine action de chasse, je t'invite à aller voir les shorts de la chaîne YouTube. Tu les verras en direct et franchement c'est intéressant à voir. Donc comme tu le vois, franchement, l'espèce évolue plutôt bien, ça fait vraiment plaisir. Et je suis actuellement en train de leur fabriquer un nouveau nid. Puisque oui, ce nid-là, c'est un nid 3D avec lequel je les ai reçus. Donc pour l'instant, il fait l'affaire, hein. Comme tu le vois, ça se développe bien. Mais j'aimerais quand même leur proposer quelque chose de plus sympa. Donc je t'en dis pas plus, on va éviter de te cacher la surprise. Mais ouais, je leur fais quelque chose de vraiment sympa. Je pense que tu vas apprécier, en plus c'est quelque chose que tout le monde peut faire, puisque c'est un nid que je fabrique moi-même, donc voilà, il y a vraiment rien de compliqué là-dedans, et c'est vraiment quelque chose qu'on va apprécier sur la chaîne. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire de cette espèce. En tous les cas, moi je la trouve incroyable. Tu peux également me laisser un like sur la chaîne
et t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient énormément. Et donc voilà, je te remercie énormément, je te laisse quelques secondes pour le faire en observant cette magnifique image de tissage de cocon. Merci à toi pour ton abonnement, ça m'aide énormément et ça me prouve que ce que je fais te plaît. Donc c'est vraiment génial, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et ça fait extrêmement plaisir. Pour cet hiver, du coup, cette espèce va rester avec moi, elle ne fera pas de diapause, hein. Je lui ferai éventuellement une petite baisse de température, mais elle n'ira pas en dessous des 20-22 degrés, car c'est une espèce qui est tropicale, on peut également la trouver en Guyane. Donc voilà, il n'y aura pas de mise au frais pour celle-ci, mais dans tous les cas, la gine normalement devrait arrêter de pondre avec une température ambiante autour des 20-22 degrés. Sachant qu'actuellement, elles sont chauffées chez moi à 26-28 degrés. Donc voilà, un peu pour vous donner les conditions d'élevage de cette espèce-là. Concernant l'humidité, c'est simplement la réserve d'eau du nid qui est remplie environ une fois par semaine. Et ça suffit largement, on les voit d'ailleurs déplacer à plusieurs reprises les cocons et les larves pour les mettre dans des zones plus sèches ou plus humides. Après, bon, on va dire, elles font leur popote hein, et elles gèrent eux-mêmes. Elles sont très, très grandes pour ça et elles savent comment gérer, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vois beaucoup de personnes justement qui s'inquiètent énormément de l'humidité des nids, etc. Mais en vérité, les fourmis, vous savez, c'est très intelligent. Et si elles voient que l'humidité est trop importante, elles vont déplacer elles-mêmes le couvain. Donc voilà, faut pas non plus en mettre trop, il faut un juste milieu, on va dire. Mais elles savent gérer tout ça et si ça va pas, elles déplacent au fur et à mesure. Alors je sais pas vous, mais franchement, j'ai observé plusieurs tissages de cocons et c'est vraiment dingue à voir, hein. Je pourrais observer ça pendant des heures. Surtout que cette espèce-là est très grande, donc ça facilite vraiment l'observation. On les voit vraiment tisser de A à Z et voir cette larve qui bouge dans le substrat, c'est vraiment intriguant, ça attire l'œil. Et comme vous le remarquez, du coup, les larves de cette espèce-là ont des pics. Donc elles sont piquées, je sais pas si vous vous rendez compte. Mais en fait, ces petits picots-là, ça leur permet de s'agripper un peu partout et de se déplacer directement sur la nourriture. C'est-à-dire que quand je nourris cette espèce-là, je leur mets des blattes, donc soit je leur mets des blattes mortes ou soit blessées. Et les ouvrières vont directement venir récupérer ces blattes et les rentrer dans le nid. Donc elles ne les consomment pas directement, d'ailleurs je pense qu'elles les consomment mais que très peu. Elles les laissent énormément manger par les larves. Donc les larves, elles, se déplacent en se dirigeant vers les blattes et elles se mettent dessus afin de la consommer. Donc c'est vraiment très intéressant à observer car ce n'est pas un nourrissage classique, hein, c'est vraiment les larves qui se nourrissent elles-mêmes. Donc elles sont carrément autonomes, enfin presque. Il faut quand même que les ouvrières leur apportent la nourriture. Donc voilà, c'est un rôle très particulier qu'elles ont, hein, c'est de nourrir le couvain. Et chacune a son rôle, comme on peut le voir dans une colonie de fourmis, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc vous le voyez, au niveau des cocons, il y en a qui sont vraiment clairs, comme celui devant qui est carrément blanc, et celui juste à côté qui lui est marron foncé avec des lignes noires. Donc celui-ci ne devrait pas tarder à éclore. On voit vraiment la différence de coloration, et ça c'est cool à observer également. Vous les voyez, elles sont toutes là en train d'aider cette larve à lui mettre des petits morceaux de cailloux sur elle. C'est vraiment sympa à observer, il y a une vraie cohésion et une vraie intelligence, c'est juste fou. Vous les voyez, hein, elles récupèrent des morceaux par-ci par-là de substrat pour les poser sur cette larve qui essaye tant bien que mal de tisser. Bon, il y en a une autre également juste à côté, c'est pour ça que c'est un peu compliqué parce que du coup, elle vole du substrat à celle d'en dessous pour mettre à l'autre d'à côté. Mais bon, c'est quand même fou de voir cette intelligence-là et on voit vraiment que les gestes ne sont pas faits au hasard, hein, les gestes servent bien à quelque chose et voilà, c'est juste fou à observer. Vous voyez, généralement, elles sont plusieurs comme ça à s'occuper d'une seule larve et elles sont généralement deux ouvrières pour une larve, donc c'est un point particulier aussi que j'ai remarqué chez cette espèce-là, donc c'est assez intéressant. Vous la voyez ici, Madame la Reine, qui se repose tranquillement pendant que les ouvrières sont en train de travailler. Elle a déjà fait son travail, elle a beaucoup pondu, donc elle mérite ces quelques minutes de repos.
Comme vous le voyez, elle est pas beaucoup plus grande que les autres. On la remarque quand même, hein, puisqu'elle a quand même le thorax et le gastre plus gros. Mais c'est vrai que c'est pas extrêmement prononcé chez l'espèce. Donc voilà, on peut la voir quand même, on la différencie, mais je pense qu'au fur et à mesure que la colonie va grandir, on verra un peu moins cet effet-là. Alors regardez ce que j'ai pu observer, je vois que cette larve bouge à l'intérieur, c'est vraiment bizarre, je sais pas comment le décrire. Et comme vous voyez ici, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, les œufs. Donc les œufs chez Neoponera, ils sont incroyables. C'est pas des œufs en boule comme des Camponotus, c'est vraiment des petits bâtonnets, c'est trop drôle. Ils sont vraiment énormes et enfin c'est normal quand on voit la taille de l'espèce. Voilà que les œufs sont vraiment proportionnés et c'est juste impressionnant à voir. Quand on compare ça à des œufs de Camponotus, enfin c'est vraiment c'est 5 ou 6 fois la taille, c'est complètement énorme. Donc c'est vraiment différent et la première fois que j'en ai vu, j'ai vraiment été surpris. Donc voilà, comme vous le voyez, donc le nid commence à bien se remplir, hein. Quand tout ça va s'ouvrir, on va plutôt être pas mal. Donc elle se place bien chez moi et j'en suis très satisfait. On a une extrême bonne évolution et ça fait super plaisir. J'espère dans tous les cas que cette vidéo sur cette espèce-là vous a plu. Moi, c'était un plaisir de vous la faire. Et ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles très prochainement de celle-ci. En tout cas, ça va être tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut à tous.